Bonjour, aujourd'hui on va voir la séquence 10, donc relier les actions appliquées à un système à son mouvement. Donc le plan, on va commencer par faire un rappel sur la notion de force et de champ, ensuite on parlera des référentiels galiléens, et ensuite l'essentiel du cours ce sera sur la deuxième loi de Newton. On enchaînera ensuite par la chute libre, donc un exemple, une application de la deuxième loi de Newton, une chute libre dans un champ de pesanteur terrestre, et on verra aussi le mouvement d'une particule chargée dans un champ électrique uniforme. On finira par parler des aspects énergétiques et on parlera très rapidement du principe de l'accélérateur linéaire de particules. Alors pour démarrer, petit rappel sur la notion de force et de champ, donc ça c'est des choses que vous avez déjà vues. Donc ici j'ai mon système Terre-Lune, vous le savez, la Lune va exercer une force sur la Terre et la Terre va exercer une force sur la Lune. Ces deux forces vont être opposées, donc elles vont avoir même direction, même intensité, mais elles vont être de sens opposé. Donc la convention, on écrit toujours force de donneur sur le receveur. Alors, ça, c'est la troisième loi de Newton, déjà, que vous connaissez depuis la seconde, ce qu'on appelle le principe d'action-réaction. Donc, si un objet A exerce une action mécanique sur B, alors B exerce la même action mécanique. Quand je dis la même action mécanique, pas exactement, c'est une action mécanique qui a même intensité, même direction, mais qui est de sens opposé. Donc, vectoriellement et mathématiquement, on va écrire ça, la force de A sur B est égale à moins la force de B sur A. Leurs normes, par contre, sont égales si je calcule la norme de mes vecteurs, donc les deux petites barres de chaque côté de mon vecteur, c'est pour calculer la norme, donc son intensité, sa valeur en newton, et ben leurs normes sont égales, c'est uniquement leur sens qui est opposé. Si je généralise un petit peu en notant A et B, donc on a, si je note A la Terre et B la Lune, donc la force de A sur B, c'est la force de la Terre sur la Lune, on va avoir l'expression dans un cas général, F de A sur B est égal à moins G MA MB divisé par D au carré. Par contre, si j'écris ça, et ben c'est faux. Ici, à gauche de mon signe égal, j'ai un vecteur, à droite de mon signe égal, j'ai une quantité qu'on appelle scalaire, j'ai un nombre, d'accord, une valeur numérique, alors que je devrais avoir un vecteur également. Et ben, on va placer en fait un vecteur unitaire à chaque fois pour faire nos schémas. Donc ici, je mets un vecteur unitaire qui va de A vers B, et regardez, il est représenté en rose ici au niveau de la Terre, et donc je vais pouvoir l'écrire dans mon expression, j'ai f de A sur B qui est égal à grand G, enfin moins grand G MAB divisé par D au carré, multiplié par le vecteur unitaire qui va de A vers B. Et on voit bien sur le schéma que f de A sur B est opposé à UAB, et ça se voit dans la formule à l'aide du signe moins. Bon bah du coup ça implique quoi ça? Ça implique que la Terre, elle exerce autour d'elle ce qu'on appelle un champ gravitationnel à cause de sa masse, et tous les objets qui sont au voisinage de la Terre vont subir ce champ de pesanteur et vont être attirés par la Terre. Donc l'expression du champ de pesanteur, elle est environ égale à moins grand G m Terre divisé par le rayon de la Terre au carré, si on se trouve à la surface de la Terre évidemment, et j'ai placé du coup mon vecteur unitaire U, et on voit bien que le champ de pesanteur est opposé à ce vecteur unitaire, donc j'ai bien un signe moins dans ma formule. Et ben donc si on se place localement à la surface de la Terre, le champ de pesanteur petit g, que vous connaissez, hein, bah, c'est une constante à la surface de la Terre, c'est ce qui vaut 9,81 newton par kilogramme. Donc à la surface de la Terre, on va considérer que le champ de pesanteur est uniforme. Et nous, on va étudier justement des mouvements dans un champ de pesanteur uniforme. Donc si je place un objet, un système hein, dans ce champ de pesanteur, et ben, il va subir une force qu'on appelle le poids, que vous connaissez. Donc si je place mon objet ici, hein, il va subir donc une force qui est de même direction et de même sens que mon champ petit g, et qui va dépendre de la masse du système. Plus la masse va être importante, plus le poids va être important, mais ça vous le savez. Et ben cette notion de champ, elle est aussi valable, par exemple, on peut avoir des champs électriques, ici qu'on va noter grand E. Donc là, mon schéma, c'est ce qu'on appelle un condensateur plan, c'est deux plaques qui sont l'une face à l'autre, qu'on va appeler des armatures, et il y en a une qui est chargée positivement et l'autre qui est chargée négativement. Et ben entre ces deux plaques, il se crée un champ électrique qui est uniforme et qui est toujours orienté du plus vers le moins. Et ben si, à l'intérieur de ce champ de pesanteur, je place une particule chargée de charge Q. Et ça peut être un électron, voilà, un cation, un anion, ce que vous voulez, une particule qui est chargée en tout cas, et ben elle va subir une force électrique, qu'on va noter F indice E, qui est égale à Q, donc la charge de cette particule, multipliée par le champ électrique grand E. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la loi de Coulomb. Donc à partir de là, je vais avoir
2 cas possibles cette fois. Contrairement à tout à l'heure où une masse était toujours positive, donc le poids était toujours orienté selon petit g, là, dans ce cas-là, bah, la charge, elle peut être, soit positive si j'ai un proton, soit négative si j'ai un électron, par exemple. Donc dans le cas où j'ai une charge positive, eh ben, la force sera orientée dans le même sens que le champ électrique. On le voit par rapport à la formule. Par contre, si j'ai une charge qui est négative, si Q est négatif, eh ben, la force sera orientée dans le sens inverse du champ électrique. Et donc ma particule sera attirée vers la gauche ici dans mon schéma. Bah, justement, si on réfléchit par rapport au schéma, c'est logique. Si je prends une charge positive, elle va être dans le même sens que E, donc orientée vers la droite, et au final, elle va être attirée par la borne moins, par l'armature qui est chargée négativement. Par contre, si je prends une charge qui est négative, elle va donc aller vers la gauche, elle va être attirée par l'armature positive. Donc vous le savez, deux charges de signe contraire s'attirent, et donc là, ça respecte bien ce que vous connaissez. Alors, avant de passer à la loi de Newton, on va faire un petit point très rapidement sur les référentiels galiléens. Qu'est-ce qu'un référentiel galiléen? C'est tout simplement un référentiel dans lequel la première loi de Newton est respectée. C'est-à-dire que, vous la connaissez cette loi, hein, un système isolé ou pseudo-isolé est en mouvement rectiligne uniforme. Ça veut dire quoi? Des fois, on l'exprime un petit peu autrement. On dit que si la somme des forces appliquées sur un système se compense, alors l'objet est en mouvement rectiligne uniforme. Comment on va pouvoir l'écrire mathématiquement? Eh ben, si la somme des forces appliquées sur cet objet est égale à vecteur nul, hein, elle se compense, donc la somme totale est égale à vecteur nul, hein, tout simplement, alors le vecteur vitesse est une constante. Donc c'est pas uniquement la norme de la vitesse qui doit être constante, mais c'est bien le vecteur vitesse en entier, hein. Le mouvement doit être rectiligne. Par exemple, dans le cas des mouvements circulaires uniformes, eh ben, la norme de mon vecteur vitesse est constante, mais pas la direction et pas son sens. Donc là, la somme des forces ne se compense pas. Eh ben, le référentiel terrestre, dans lequel on va faire la plupart de nos études, il peut être considéré comme galiléen si on ne prend pas en compte les effets de la rotation de la Terre sur elle-même. Donc il faut que le temps d'étude des mouvements soit court devant le temps de rotation de la Terre. Donc par exemple, si on prend voilà, la chute d'une balle, hein, si on est dans l'ordre de la seconde ou de la minute, eh ben, c'est relativement court par rapport aux 24 heures que met la Terre à tourner sur elle-même, et donc eh ben, on pourra considérer ce référentiel comme galiléen. Alors, on va parler de la deuxième loi de Newton. Donc, vous, ce que vous avez déjà vu en première, c'est cette relation, qui était une relation approchée de cette deuxième loi de Newton, où on vous disait que la masse multipliée voilà, par le vecteur variation de vitesse divisé par la durée, entre deux points, était égale à la somme des forces appliquées au système. Et ben vous le savez, nous en terminale, on aime bien faire tendre ce delta t vers 0, et en fait, vous allez reconnaître si on fait tendre delta t vers 0, on va avoir en fait la dérivée de la vitesse par rapport au temps, et ça correspond à l'accélération. Et c'est ma deuxième loi de Newton. La somme des forces extérieures appliquées sur un système, c'est égal à la masse multipliée par l'accélération. Donc ça, c'est vraiment une loi qui est très importante, on appelle ça le principe fondamental de la dynamique, et donc ça permet de relier les forces extérieures appliquées au système à la variation de sa quantité de mouvement, donc sa masse fois l'accélération. Donc maintenant, on va voir comment on peut appliquer cette deuxième loi de Newton. On va avoir un mouvement de chute libre dans le champ de pesanteur terrestre. Donc on a un système qui est lâché avec une vitesse, enfin qui est lâché, qui est lancé hein, avec une vitesse initiale vecteur v0. Alors, un vecteur parce qu'elle va avoir une certaine direction, cette vitesse initiale, et donc ça forme un angle alpha avec la surface de la Terre. Comment on va pouvoir établir l'équation de la trajectoire que va suivre mon système à l'aide de cette deuxième loi de Newton? Donc déjà, on a fait un petit schéma ici, on s'est placé dans un plan XZ, on a représenté sur le schéma, ça c'est très important, le petit g, donc le champ de pesanteur à la surface de la Terre, et mon vecteur V0. On a placé l'angle alpha entre donc la surface de la Terre qui est ici selon l'axe des abscisses X et mon vecteur V0. Et on n'a pas oublié de placer nos vecteurs unitaires petit i et petit k directement sur le schéma. Alors, première chose à faire, on va faire l'inventaire des forces qui s'appliquent sur mon système, et bah la seule force qui s'applique, c'est le poids. Ici, on est en chute libre. Quand on a une chute libre, il y a uniquement le poids qui s'applique sur mon système. On va négliger les forces de frottement. Alors déjà, la première chose à faire, c'est peut-être d'essayer d'exprimer V0, de le projeter sur mes axes X et Z. Donc pour ça, on va utiliser les formules de trigonométrie. Vous voyez qu'on a des triangles rectangles ici, délimités par le vecteur V0 qui va être mon hypoténuse dans chaque cas. Et donc on a deux formules qui vont nous servir. Le cosinus de l'angle alpha est égal à adjacence sur hypoténuse. Donc en fait, c'est égal à la composante selon X, V0x, hein, la projection de mon vecteur V0 sur l'axe des X, divisé par V0,
Et on a la même chose de l'autre côté qui nous dit que le sinus de alpha est égal à la projection du vecteur V0 sur l'axe Z divisé par V0. Et donc, mon vecteur, on va pouvoir l'exprimer sous cette façon. V0, ses coordonnées, ça va être V0 cos alpha pour ses coordonnées selon X, 0 pour Y, et V0 sin alpha selon Z. Là, ça va nous servir un petit peu plus tard. Pour le poids, si on essaye déjà de le projeter sur mes axes, eh ben, on sait que le poids, c'est une force qui est verticale orientée vers le bas, et donc forcément, on va avoir 0, 0, et il est orienté ici selon Z, mais il est opposé à mon vecteur unitaire petit k, donc je vais avoir 0, 0 moins P, donc 0, 0 moins mg. Et maintenant, je vais pouvoir essayer d'appliquer ma deuxième loi de Newton. Donc, on écrit notre formule, et on remplace le vecteur accélération par ses trois composantes, et la somme des forces, eh ben, on n'a que le poids, et on vient de l'écrire juste au-dessus, c'est égal à 0, 0 moins mg. Donc ici, on voit directement que, en fait, l'accélération selon x va être nulle, l'accélération selon y va être nulle, et l'accélération selon z va être égale à moins g. On a simplifié le m, hein, on avait multiplié par m de chaque côté. Donc ici, az égale moins g. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de remonter à partir de l'accélération à la valeur de la vitesse, et ensuite au vecteur position. Donc pour remonter à la valeur de la vitesse, vous savez que l'accélération est la dérivée de la vitesse, donc ça veut dire que la vitesse va être ce qu'on appelle la primitive de l'accélération. Donc voilà, la primitive, c'est un petit peu, je vais pas être très rigoureux mathématiquement ici, hein, mais c'est un petit peu l'inverse d'une dérivée. Donc ici, la primitive de ax, ça va me donner vx, et la primitive de 0, ben, c'est une constante. Hein, si on le fait dans l'autre sens, si je dérive une constante, je obtiens 0. Même chose pour AY, je vais obtenir donc VY qui est une constante, qu'on note B, pour l'instant on connaît pas sa valeur, et AZ de T est égal à moins G, et ben si je primitive moins G, qui est déjà une constante, je vais avoir moins GT, plus une certaine constante. Donc on peut le vérifier, hein, n'hésitez pas à redériver dans l'autre sens, ça vous savez faire. Si je dérive une constante A et B, ben, j'obtiens 0 dans chaque cas, et si vous dérivez moins GT plus C par rapport au temps, et ben vous allez obtenir moins G. Donc on retrouve les valeurs d'accélération. Alors maintenant, il faudrait quand même qu'on détermine les constantes A, B et C, et ben on va se servir de ce qu'on appelle les conditions initiales. Et ben on a la vitesse Vx, t, Vyt, Vzt, et ben on connaît cette valeur à t égale 0, c'est notre vecteur V0 qu'on avait projeté sur nos axes tout à l'heure. Donc on sait que V0, Vx de 0, pardon, est égal à V0 cos alpha, et c'est aussi égal à ma constante A. Donc ma constante A est égale à V0 cos alpha. Vy de 0, on l'avait montré au début, c'était égal à 0, mais c'est aussi égal à B, d'après ce qu'on vient d'écrire en haut à droite, donc B égale 0. Et même raisonnement pour en dessous, si on se place à t égale 0, et ben on a V0 sinus alpha qui est égal à, C, pardon, vu que le moins gt, si t égale 0, il disparaît. Et donc, je vais pouvoir réécrire ma vitesse avec mes constantes. Donc Vx de t n'est non plus égal à A, maintenant on sait qu'il est égal à V0 cos alpha, Vy de t il est égal à 0, Vz de t il est égal à moins gt plus V0 sinus alpha. Donc là déjà c'est pas mal, on a la vitesse de mon système à n'importe quel instant t. Moi maintenant ce qui m'intéresse c'est quand même d'avoir sa position, donc je vais à nouveau refaire la même chose, je vais partir de mon vecteur vitesse, et je vais essayer de déterminer mon vecteur position, donc je vais à nouveau intégrer mes composantes de mon vecteur vitesse. Donc maintenant qu'on l'a fait une fois, c'est plus facile. Ma composante x de t, si j'intègre V0 cos alpha, ça me donne V0 cos alpha fois t, plus une nouvelle constante qu'on va noter A2. Vy, c'est toujours égal à 0, si j'intègre, ça me donne directement une constante qu'on va noter B2. Hein. Les constantes, vous les notez comme vous voulez, c'est pas un problème. Et enfin, en bas, j'ai moins gt plus V0 sinus alpha, un petit peu plus compliqué cette primitive, ça me donne moins 1 demi de gt carré, plus V0 sin alpha fois t, plus C2. On peut vérifier la dernière, si je prends Z de t qui est tout à droite, si je dérive moins 1 demi de gt carré, la dérivée par rapport au temps de t carré, ça va me donner 2t, donc le 1 demi va se simplifier, je retrouve bien le moins gt que j'avais à gauche. Comme tout à l'heure, on utilise les conditions initiales pour trouver A2, B2 et C2. Les conditions initiales ici, elles sont très simples. Notre système, au début du mouvement, il était placé sur l'origine du repère. Donc x, y, z à t égale 0, c'est égal à 0 partout. Et ici, j'ai directement les trois valeurs de ma constante, parce qu'à chaque fois, si je remplace le t par 0 dans mes équations en haut à droite, on trouve directement les valeurs des constantes. Et donc, on a quasiment fini. On a trouvé ce qu'on appelle les équations horaires, donc
X en fonction du temps et Z en fonction du temps. Donc ici, j'ai les coordonnées de mon vecteur position en fonction du temps. Et ben justement, ces 2 équations, c'est ce qu'on appelle des équations horaires, et on peut voir que, la trajectoire est contenue dans le plan OIK, hein, on a une trajectoire plane, qui est dans le même plan que mon vecteur vitesse, initiale, v0. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand même d'obtenir l'équation de la trajectoire, et donc pour ça, il faut que j'utilise, une variable d'espace en fonction d'une autre, hein, d'accord? C'est, z égale f de x, ma trajectoire ici, si je veux pouvoir la tracer. Si je veux pouvoir la tracer sur un graphique, hein, il faut que j'ai z égale f de x. Donc on va devoir injecter l'équation 1 à l'intérieur de l'équation 2. Donc pour ça, eh ben, je vais isoler le temps dans l'équation 1, je vais avoir t est égal à x divisé par v0 cos alpha, et je vais injecter cette expression dans l'équation numéro 2. On obtient ça, faut pas paniquer, faut y aller doucement. Dans la première partie, ici si je divise en 2 parties, hein, ma somme, que j'obtiens, bah, dans la première partie, il y a pas vraiment de simplification à faire, on va laisser ça sous cette forme. Par contre, dans la deuxième partie, bah, j'ai du V0 sinus alpha divisé par du V0 cosinus alpha, et ben, les 2 V0 vont se simplifier déjà, et le sinus d'un angle divisé par le cosinus d'un angle, c'est ce qui nous donne la tangente. Donc au final, l'expression que je vais obtenir, c'est moins 1 demi de g x carré divisé par v0 cos alpha au carré, plus tangente alpha de x. Attention, là je l'ai encadré en jaune parce que c'est mon résultat final, mais il faut absolument pas l'apprendre par cœur, hein. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir retrouver en fonction des conditions initiales du problème. Donc ça, au final, cette expression, et ben en fait, c'est de la forme ax carré plus bx plus c avec un a qui est négatif et un c qui est égal à 0. Donc ça va me donner une équation, l'équation d'une parabole inversée qui passe par l'origine. Donc c'est bien ce qu'on obtient quand on lance un objet dans le champ de pesanteur terrestre avec un certain angle v0, avec un certain angle alpha, pardon, avec une certaine vitesse initiale v0, on obtient une portion de parabole. Attention, il y a une petite erreur dans le schéma, là, YS, au niveau des ordonnées, c'est Z de S, du coup. C'est mon sommet de la trajectoire. Donc on verra en exercice comment on peut déterminer cette hauteur H et cette distance D en fonction des conditions initiales. Alors bah, on peut faire du coup le même travail, mais avec le mouvement d'une particule dans un champ électrique uniforme. Donc ici, j'ai un condensateur qui est chargé positivement au-dessus, chargé négativement en dessous. J'ai une particule chargée qui part de l'origine du repère, ici, en haut, et qui va avoir une certaine vitesse initiale v0, et on peut essayer d'étudier sa trajectoire à l'intérieur de ce champ électrique uniforme. On va pas refaire tous les calculs, on va juste expliquer un petit peu comment on peut raisonner. Donc déjà, le champ électrique E au sein d'un condensateur plan, il s'exprime par la relation moins U divisé par D avec, associé au vecteur unitaire J. Le signe moins, il vient juste de l'orientation de mes vecteurs de base, hein. Le signe moins n'a pas vraiment de signification physique ici, ça dépend dans quel sens on va placer notre vecteur J. Par contre, le champ électrique, il faut retenir que lui, il est toujours orienté en partant du plus vers le moins, ça c'est important. La norme de cette relation, ben, E est égal à U sur D, donc on peut voir rapidement que le champ électrique, eh ben, il augmente si la tension augmente, les deux sont proportionnels, et par contre le champ électrique va diminuer si la distance entre les plaques augmente, ce qui semble assez logique comme ça à première vue. Si on applique une tension plus grande, le champ entre mes armatures augmente, et si on augmente la distance entre les deux armatures, bah, le champ diminue, ce qui semble assez logique. Avant d'appliquer ma deuxième loi de Newton, on va déjà voir si on peut pas négliger une des deux forces. On a une particule chargée qui est dans le condensateur, on a deux forces qui s'appliquent sur elle, on a le poids et la force électrique. Donc si je calcule des ordres de grandeur, donc pour ça il me faut la masse, j'ai pris un proton, hein. Si je calcule si j'exprime la masse de mon proton, c'est 1,67 10 puissance moins 27 kg, et la charge du proton, elle est positive, c'est 1,6 10 puissance moins 19 coulomb. Si on fait le calcul des ordres de grandeur, pour le poids, on va trouver 10 puissance moins 26 newtons, et pour la force électrique, on va trouver 10 puissance moins 15 newtons. Donc on voit que j'ai quand même une force qui est 100 milliards de fois plus grande que l'autre, c'est la force électrique. Donc en fait, je vais pouvoir tout simplement négliger le poids. Quand on va étudier une particule dans un champ électrique, on va négliger son poids et on va tenir compte uniquement de la force électrique. Du coup, ça va nous faciliter nos calculs quand même, parce que si j'applique ma deuxième loi de Newton, la somme des forces extérieures, ce sera uniquement la force électrique. Je vais pas écrire le poids. Et donc,
Si on fait le même travail que tout à l'heure, on obtient MA qui est égal à Q fois E, l'expression de la force électrique, et E, rappelez-vous, il était orienté selon, il était opposé à mon vecteur unitaire J, donc je vais écrire 0 moins E, 0. Ici, j'ai une accélération qui est orientée uniquement selon J. Alors, si on suit le même raisonnement que tout à l'heure, on va obtenir l'équation de la trajectoire, qui est un petit peu plus simple. J'ai fait exactement la même chose que tout à l'heure, j'ai intégré à chaque fois pour déterminer les vitesses. On a trouvé les constantes à l'aide des conditions initiales, on a à nouveau intégré pour obtenir les positions, et on a à nouveau exprimé déterminer les constantes et ensuite on a obtenu les équations horaires et enfin on a obtenu l'équation de la trajectoire. Donc c'est exactement la même chose, que tout à l'heure. Je vous mets directement le résultat et voilà. C'est pas des formules qui sont à connaître par cœur, mais il faut savoir le refaire dans chaque cas. On fera un petit rappel en cours des primitives et des dérivées qui sont à connaître pour ceux qui font pas spé maths, les voilà, il y en a pas beaucoup, il y en aura, 3-4 à retenir par cœur peut-être, pour être à l'aise dans ce genre d'exo. Donc, on va parler maintenant un petit peu des aspects énergétiques. En première, vous avez déjà parlé du travail d'une force, donc le travail, sur le trajet AB d'une force F, c'est égal à F. Je vous rappelle que le point entre les 2 vecteurs ici, ça se note, ça s'écrit enfin, ça se dit scalaire, d'accord? C'est le produit scalaire entre 2 vecteurs. Donc c'est égal à F scalaire AB. Et donc le vecteur F scalaire le vecteur AB, ça me donne la norme de F multipliée par la norme de AB, donc sa longueur en mètres, hein, tout simplement, et sa force en newton, multiplié par le cosinus de l'angle entre les deux vecteurs. En première, vous avez déjà vu le travail du poids, qui est donc égal à P scalaire AB, et donc à mg scalaire AB. Et vous aviez montré que c'était égal à mg ZA moins ZB. On va pas refaire la démonstration ici. Ce qu'il faut retenir, c'est que le travail, hein, d'une force s'exprime en joules. Des fois, vous l'écriviez MGH, d'accord, mais du coup, ça nous donne pas trop l'indication si le travail est moteur ou résistant. Je vous rappelle qu'un travail peut être moteur si la force est dans le même sens entre guillemets que le déplacement, ou il peut être résistant si la force est opposée au déplacement. On va parler par contre du travail de la force électrique. Donc, sur le trajet AB, donc une particule elle part de A, elle va vers B, la force électrique qui s'applique sur elle, c'est Q fois le champ grand E, le champ électrique, scalaire le déplacement AB. Donc ici, on sait que si je prends l'exemple, par exemple, d'une particule qui, pas comme tout à l'heure, hein, si je prends, juste une particule qui part d'une armature et qui va jusqu'à l'autre armature, qui traverse mon condensateur, et ben, Hem, mon champ électrique, la norme du champ électrique, elle est égale à grand U divisé par D, donc la tension divisée par la distance entre les armatures, et le trajet AB, bah, s'il va d'une armature à l'autre, c'est, petit d, également, hein, la distance entre les 2 armatures. Et donc ça va fortement simplifier cette expression. On va trouver que le travail de ma force électrique, c'est égal à Q fois U. Alors là, attention, j'ai absolument pas fait attention aux signes, hein, on n'a pas placé de repères et cetera. Il faudra faire attention par rapport aux vecteurs unitaires, s'il y a pas des moins devant les vecteurs et cetera. Voilà, pourquoi on parle, du travail d'une force? Eh ben, parce que on va revoir le théorème de l'énergie cinétique que vous avez également déjà vu en première. Donc la variation d'énergie cinétique d'un système est égale à la somme des travaux des forces conservatives. Ce qui nous donne mathématiquement delta EC est égal à la somme, donc le signe somme, des travaux de mes forces, conservatives. La variation d'énergie cinétique, c'est l'énergie cinétique entre le point B, au point B, moins l'énergie cinétique au point A. Alors, les forces conservatives, bah, le poids et la force électrique sont des forces conservatives. C'est quoi une force conservative? Tout simplement, c'est une force où l'énergie mécanique totale du système est conservée, d'accord? Et donc, bah, les forces de frottement ne sont pas des forces conservatives. Quand on a des forces de frottement, l'énergie mécanique totale du système n'est pas conservée. Et justement, dans ce cas-là, on va se servir d'un autre théorème qui s'appelle le théorème de l'énergie mécanique. Et ben, la variation d'énergie mécanique est égale à la somme des travaux des forces non conservatives, justement des forces de frottement, etc. Donc on peut rappeler rapidement la conservation de l'énergie mécanique totale du système. Si un système n'est soumis qu'à des forces conservatives, son énergie mécanique totale est conservée. Et donc la variation d'énergie mécanique est égale à 0. C'est logique par rapport à la formule qu'on avait avant, regardez tout en bas. La variation d'énergie mécanique, si elle est égale à 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de force non conservative, qu'il y a des forces uniquement qui sont conservatives, et donc l'énergie mécanique est conservée. Vous l'avez souvent écrit sous cette forme, j'imagine, EMA est égal à EMB, l'énergie mécanique au point A est égale à celle au point B.
et donc ça me donne l'énergie cinétique en A plus l'énergie potentielle en A est égale à ECB plus, EPB. Et donc on a 2 schémas pour illustrer un peu ça. À droite, le schéma de droite, vous voyez que mon énergie mécanique totale est conservée, donc dans le cas-là, on a négligé les forces de frottement. Par contre, dans le schéma de gauche, l'énergie mécanique, pardon, n'est pas conservée. Donc, on a un delta, on a une variation d'énergie mécanique qui est différente de zéro. On a une baisse d'énergie à cause des frottements. On va faire un exemple pour, l'application du théorème de l'énergie cinétique. Donc j'ai un électron qui se déplace entre les 2 armatures d'un condensateur, hein, qui va, d'une certaine plaque à l'autre plaque en ligne droite. La distance entre les 2 plaques, elle est 10 centimètres et la tension appliquée entre les plaques est de 400 volts. Si je néglige le poids de l'électron, comme ce qu'on a fait tout à l'heure, déterminer la vitesse, lorsqu'il atteint la plaque positive, en sachant qu'il est émis initialement avec une vitesse nulle. Et vous avez en donné les charges de l'électron et la masse de l'électron. N'hésitez pas à essayer de le faire par vous-même en utilisant le théorème de l'énergie cinétique. J'ai mes 2 plaques qu'on va noter A, qu'on va noter B. Donc mon point de départ c'est A vu que c'est ma plaque négative, et mon point d'arrivée c'est B, c'est au niveau de ma plaque positive. Donc on va utiliser le théorème de l'énergie cinétique. Variation d'énergie cinétique, ECB moins ECA, et ben on sait que ECA est égal à 0. L'énergie cinétique au point A, elle est nulle, vu que la vitesse est nulle. Donc il va me rester uniquement l'énergie cinétique au point B. Et c'est égal à quoi? Et ben si je néglige le poids, j'ai uniquement ma force électrique Fe, donc Fe scalaire AB. Donc, 1 demi de mvb carré, expression de l'énergie cinétique au point B, et c'est égal à quoi? Bah, la force électrique, c'est Q fois E. Pour l'instant, je prends pas en compte le signe de l'électron, hein, j'écris juste, Q fois vecteur E. Le vecteur E est orienté vers la droite. Par contre, mon déplacement est orienté vers la gauche. Donc en fait, je vais avoir un angle de 180 entre mes 2 vecteurs, qui sont opposés. Donc dans le produit scalaire, je dois écrire les 2 normes multipliées par le cosinus de 180. Mes 2 vecteurs sont opposés. Dans ma ligne d'en dessous, eh ben, on va simplifier directement. E est égal à U divisé par D, donc E fois D, ça me donne directement U. Et j'ai remplacé Q, la charge de l'électron, par petit e, qui est la charge élémentaire, et on a donc un signe moins qui s'ajoute. Sauf que cosinus de 180, ça me donne moins 1. Donc j'ai un deuxième signe moins, ça va s'annuler, et je vais obtenir 1 demi de mvb carré égale EU. Et si j'isole ma vitesse pour finir, eh ben c'est égal à racine de 2EU divisé par m, et donc j'ai une vitesse de mon électron qui est de 1,2 10 puissance 7 mètres par seconde. Alors pour finir, on peut parler rapidement de l'accélérateur linéaire de particules. Donc c'est un accélérateur de particules, hein, on veut accélérer des particules entre 2 points, et on veut que ma particule ait un mouvement qui soit rectiligne. Donc ici, en fait, j'ai des cylindres à l'intérieur du cylindre, le champ électrique est égal à 0. Et à l'extérieur du cylindre, eh ben, on a un petit peu comme un condensateur plan, vous avez vu qu'il y a un champ électrique qui se crée entre 2 cylindres à chaque fois. Donc en fait, ma particule chargée, elle va subir une force uniquement quand elle est entre 2 cylindres. Donc en fait, le principe ici, c'est que ma particule, à chaque fois qu'elle va être entre 2 tubes, si on regarde par exemple entre le tube C1 et C2, elle va passer dans un champ électrique, et ce champ électrique va accélérer ma particule. Donc là, on voit que ma particule en rouge, elle est accélérée quand le champ électrique est vers la droite, donc ça veut dire que ma particule ici, elle possède une charge qui est positive, hein, ma force, elle est orientée vers la droite. Et ben, si on regarde entre C2 et C3, au moment où ma particule passe, le champ va être également orienté vers la droite. Et donc vous avez vu, c'est alimenté avec un signal qui est sinusoïdal pour que, mes tubes soient, périodiquement chargés soit négativement, soit positivement. Et vu que la vitesse de ma particule augmente, entre chaque tube, il faut que les tubes soient de plus en plus longs pour que quand ma particule ressort du tube, on soit toujours, dans un champ, électrique qui soit maximal et orienté dans le bon sens. Sur ce, à bientôt!